La semaine dernière, j'ai commencé à te parler du Human Design, ou design humain, ce formidable outil de connaissance de soi qui nous invite à embrasser pleinement notre unicité. Je t'ai raconté pourquoi j'aimais cet outil, comment je l'avais découvert, les réticences qu'avait eu mon esprit rationnel à l'adopter, avant de constater sa pertinence par l'expérimentation. Et enfin, je t'ai parlé des 5 grands types énergétiques qui existent dans le Human Design, et l'aura, la stratégie et la signature qui leur sont associées. Pour rappel, ces 5 grands types énergétiques sont les générateurs manifesteurs, les projecteurs, les manifesteurs et les réflecteurs. Si tu n'as pas encore écouté cet épisode, je t'invite à le faire maintenant. Cette semaine, dans cette deuxième partie, je vais te parler des différentes autorités, c'est-à-dire les différentes manières que nous avons de prendre les meilleures décisions en fonction de notre schéma corporel, mais aussi de certains éléments plus inhabituels que j'ai pris l'habitude de regarder dans un schéma et qui me permettent d'apporter un autre éclairage. Bienvenue sur Ose ta Vibe, le podcast qui t'aide à assumer ta singularité, prendre pleinement ta place et offrir au monde ta vibration unique. Je suis Claire et ce que j'aime le plus, c'est voir le potentiel et la beauté chez les autres et les aider à les révéler. Chaque mardi, je te partage mon propre cheminement, mes prises de conscience et les outils qui me permettent de mieux me connaître, de m'accepter dans mes différentes facettes et de clarifier ce qui m'anime en profondeur. Si tout ça te parle, tu es ici chez toi. Et me revoici donc cette semaine pour ce deuxième épisode de cette série sur le Human Design. Je ne sais pas s'il y aura d'autres épisodes par la suite, peut-être, surtout si vous êtes demandeur. N'hésitez pas à me le faire savoir. Mais il me semblait indispensable de vraiment parler des 5 grands types énergétiques comme je l'ai fait dans le premier épisode. Et puis, dans cet épisode-là, des autorités. Pourquoi ? Parce que je pense que si on maîtrise déjà la stratégie de notre type énergétique et l'autorité liée à notre schéma, on a déjà fait... tout le reste va un petit peu couler de source, en fait, et on n'a pas forcément besoin d'aller dans le détail du reste, selon moi. Voilà. Après, c'est vrai que moi, par exemple, en tant que projecteur, et en plus avec un profil, alors ça je parlerai brièvement des profils aussi, mais un profil qui a une forte tendance à l'investigation, j'ai eu envie moi de creuser l'ensemble des aspects de mon schéma, mais je pense que ça peut être contre-productif et que c'est pas forcément nécessaire pour tout le monde de le faire. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais quand même parler d'un aspect qui selon moi est important à maîtriser pour tout le monde, pour vraiment l'expérimenter dans son quotidien, c'est les autorités. Pourquoi ? Parce que donc le grand message du Human Design, je le rappelle, c'est qu'on ne peut pas prendre ces décisions, en tout cas les décisions importantes de notre vie, avec notre mental. Et ça, c'est quand même un élément important à comprendre, surtout un élément de déconditionnement important, puisque dans notre éducation, la plupart du temps, on nous a plutôt appris justement à décider avec le mental. On fait des tableaux avec les pour, les contre, on analyse, etc. Donc c'est assez contre-intuitif au départ. Mais pourtant, c'est bien ça le message, c'est que le mental n'est pas... Alors, le mental est un formidable outil, bien sûr, mais n'est pas l'outil qui doit nous permettre la prise de décision. Donc ça, c'est le message central. Et donc, qu'est-ce qui nous permet la prise de décision ? C'est notre autorité. Alors, l'autorité, il y en a plusieurs types, et en fait, tu vas savoir quelle est ton autorité en regardant sur ton schéma. Il y a une sorte de petit tableau sur le côté, où donc tu as ton type énergétique, générateur, manifesteur, etc. Et il y a également donc l'autorité. L'autorité, donc, elle va être émotionnelle, ou alors elle va être sacrale, ou alors splénique, ou après il existe encore d'autres types d'autorité dont on reparlera après. Mais donc c'est ça l'autorité. En fait, l'autorité, qu'est-ce que c'est ? C'est le centre énergétique qui va être déterminant dans la prise de décision selon donc ton schéma. Et en fait, en suivant ton autorité, tu vois, c'est pas que tu vas jamais faire d'erreur, mais c'est que tu vas rencontrer le moins possible de résistance énergétique dans ta vie. Donc ça va rendre les choses beaucoup plus fluides, tout simplement. Et donc en fait, au niveau des centres énergétiques, donc celui qui va... si le centre du plexus solaire est coloré, eh bien, la personne aura une autorité dite émotionnelle. Si par contre, il n'y a pas le plexus solaire de coloré, mais qu'il y a le sacral, donc le centre de l'énergie sacrale,
la personne aura une autorité sacrale. Ensuite, s'il y a ni le plexus solaire, ni le centre de l'énergie sacrale, mais qu'il y a le centre, du spleen, ben, on aura une autorité splénique et cetera. En fait, voilà, il y a une sorte de hiérarchie entre les centres et du coup, on aura l'autorité, je dirais, du centre coloré le plus haut dans la hiérarchie. Bon, je vais m'expliquer un petit peu précisément ensuite, mais c'est juste pour t'expliquer comment ça fonctionne. Alors les autorités donc les plus courantes, donc alors je ne me rappelle pas exactement les pourcentages, mais il me semble que, en tout cas les 3 autorités les plus fréquentes, c'est l'autorité émotionnelle, l'autorité sacrale et l'autorité splénique. Il y a pas après il y en a d'autres moins connues dont je parlerai brièvement, mais a priori tu vas te retrouver dans l'une de ces 3 autorités. Donc l'autorité émotionnelle, c'est une autorité qu'on va pouvoir trouver chez les générateurs manifesteurs, chez les manifesteurs ou chez les projecteurs. Hem, alors comment ça fonctionne une autorité émotionnelle? C'est une autorité qui t'invite à prendre tes décisions en fonction de tes émotions. Donc le problème, c'est qu'en fait ce centre du plexus solaire, ce centre des émotions, il fonctionne par vagues en fait. On va avoir des vagues émotionnelles qui vont se succéder. Et le problème, c'est que dans l'instant, tu ne vas pas pouvoir avoir une vision claire de ce que tu veux vraiment. Et il va falloir attendre à peu près 24 heures, attendre un cycle complet de la vague émotionnelle, donc quand tu es dans le haut de l'émotion et dans le bas, pour sentir quelle est la réponse. Donc par exemple, quelqu'un vient de proposer un projet, tu as très envie sur le moment, tu ressens de la joie, tu as envie de dire oui, eh bien, il faut attendre 24 heures pour sentir si même une fois que la vague émotionnelle est retombée, est-ce que tu as toujours envie de dire oui? Et pareil, hein, à l'inverse, si tu as envie de dire non. Voilà, c'est sentir est-ce qu'il y a une stabilité dans la réponse sur les 24 heures. Donc il faut attendre un cycle complet de montée et descente des émotions et voir comment tu te sens aux différents points de cette vague. Et là, hein, l'idée, le grand message, c'est que du coup, quand on te propose quelque chose, eh bien, tu n'es pas fait pour prendre ta décision de manière spontanée. La clarté va venir donc avec le temps, sur 24-48 heures, et l'enjeu va être de pouvoir dire aux gens, ben écoute, je peux pas te dire oui ou je ne peux pas te dire non tout de suite, j'ai besoin d'un délai de un jour ou 2 pour me décider. Voilà, c'est vraiment ça l'idée quand on a une autorité émotionnelle. Ensuite, on a l'autorité sacrale. Donc ça, c'est quand on n'a pas le plexus solaire coloré dans son schéma, mais qu'on a par contre le centre de l'énergie sacrale qui est coloré. Donc là, ça va concerner uniquement les générateurs et les générateurs manifesteurs, puisque dès lors qu'on a le centre de l'énergie sacrale coloré, on est forcément générateur ou générateur manifesteur. Alors là, c'est une autorité qui fonctionne, je dirais que c'est peut-être la plus simple une fois qu'on la qu'on la comprend, c'est une autorité qui est très simple. Donc en fait, c'est un ressenti qui va être sur le moment et donc en fait, on va te proposer quelque chose et tout de suite à l'intérieur de ton corps, au niveau de ton ventre, de ton bas-ventre, tu vas ressentir si c'est oui ou si c'est non. Tu vas ressentir, même ça peut être, une envie vraiment de dire oui, ou enfin un son qui dit oui ou non. Ça peut être un élan du corps vers l'avant ou plutôt un repli si c'est non. En fait, ça va prendre des formes différentes pour chacun, mais l'idée est vraiment d'apprivoiser la réponse quand c'est oui ou quand c'est non. Et une fois que tu connais comment ton corps fonctionne et comment ton corps réagit quand c'est oui ou quand c'est non, bah c'est super parce qu'en fait, dès lors qu'on te pose une question fermée, tu vas être capable de sentir si c'est oui ou si c'est non. Donc c'est vraiment une autorité, une fois qu'on l'a apprivoisée, qui est assez chouette parce que du coup, elle te donne une réponse sur le moment. Tu veux manger chinois ou italien? Par exemple. Ou, est-ce que tu as envie d'aller faire une balade? Oui, non. Est-ce que tu veux t'engager sur ce projet? Oui, non. Donc c'est vraiment une voilà, une autorité qui est quand même assez simple. Alors parfois, on n'arrive pas à répondre ni, par un oui ou par un non. Donc si c'est pas un oui franc, c'est que c'est pas un oui. Et il va falloir peut-être préciser un petit peu les questions, pour affiner la réponse. Ça peut être ça aussi, c'est se poser une succession de questions fermées pour pouvoir arriver à sentir le oui ou le non. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à oui, en fait, là, le gros enjeu, hein, du coup, ça va vraiment d'apprendre à apprivoiser les ressentis corporels liés au oui et au non, et surtout à assumer quand c'est oui ou quand c'est non par rapport à son entourage.
dans un monde où finalement on nous a toujours appris à pas écouter nos ressentis corporels, mais plutôt notre mental. C'est-à-dire que toi, par exemple, tu vas sentir que c'est «oui» dans ton corps, mais il y a ton mental qui va te dire: «Ah bah non, quand même, là tu as pas le temps» ou «Tu vas quand même pas pouvoir t'offrir ça, t'autoriser ça» et cetera. Et pareil, si tu as envie de dire non, «Ah ben quand même, tu pourrais dire non, c'est pas très sympa, il faut faire plaisir aux autres». Donc tu vois comme en fait la réponse de ton corps elle est claire, mais tout de suite il y a le mental qui vient se rajouter et qui vient contredire la réponse corporelle. Ça peut aussi être ça le problème. Donc c'est soit qu'on est complètement déconnecté de ses ressentis corporels et qu'on a complètement oublié de les écouter, donc il va y avoir toute une rééducation à faire pour ressentir à nouveau ces ressentis corporels, et quand bien même on les a apprivoisés, on les ressent, il va y avoir après toute cette notion d'assumer ses ressentis corporels par rapport à ce que nous dit notre mental. Ça rejoint un petit peu ce que j'avais dit dans le podcast sur la clarté. C'est-à-dire qu'en fait, la clarté, elle est tout le temps là. Elle est dans tes ressentis corporels, mais ce qui te donne l'impression d'être dans le doute, d'être dans le flou, c'est le mental qui vient rajouter une couche par-dessus, alors que toi, dans ton corps, tu sais très bien ce que tu veux. Voilà. Alors, la troisième autorité la plus courante, c'est l'autorité qui est dite splénique. Moi, j'ai une autorité splénique, donc je la connais très bien, cette autorité. Donc c'est une autorité qu'on ne retrouve que chez les projecteurs ou chez les manifesteurs, et on l'appelle aussi l'intuition dans l'instant, en fait, l'autorité splénique. Donc c'est pareil, c'est comme l'autorité sacrale, c'est-à-dire qu'elle se prononce dans l'instant, mais elle a pas forcément besoin d'avoir une réponse, une question fermée. C'est plutôt un voilà, et c'est un ressenti qui va être beaucoup moins fort, hein, que la l'autorité sacrale. C'est comme un petit, chuchotement, ça peut être quelque chose de très doux. Donc c'est pas évident à entendre, et elle ne parle qu'une fois. Donc une fois qu'elle a parlé, elle se tait, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est pas parce qu'elle te dit «oui» aujourd'hui que dans 3 jours, ça sera toujours la même réponse. Donc il faut vraiment avoir l'habitude d'écouter de manière très fine, cette intuition, et alors elle peut prendre la forme, par exemple, aussi de moi, je sais que chez moi, c'est beaucoup ça. C'est plutôt ouais, c'est une sorte de alors c'est pas une voix, j'entends pas des voix, c'est pas vraiment ça. En fait, c'est qu'elle parle à travers mes pensées, en fait. Donc je vais avoir des pensées, et j'arrive bien maintenant aujourd'hui à sentir quand c'est une pensée qui vient de mon mental qui rumine, qui tourne en boucle, et quand c'est une intuition, donc c'est plutôt c'est-à-dire des choses que je vais capter, en fait, et qui vont se traduire par des pensées, mais qui sont pas liées à mon mental. J'arrive aujourd'hui à sentir, hein, la différence entre les 2. C'est-à-dire que l'intuition, on est sur quelque chose en général d'assez inattendu, en fait. C'est une pensée qui va comme ça: «Ah bah tiens, et si, tin tin tin», ou sur une personne, tu vas te dire, tu vas avoir une pensée, et tu vas te dire: «Mais comment ça?» Donc voilà, c'est ça, en fait, l'intuition. Enfin, selon moi. C'est une pensée un petit peu qui sort des sentiers battus, où sur le moment, effectivement, il y a ton mental tout de suite qui dit: «Mais non, mais n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu vas imaginer?» ou voilà. Bah, ça, en général, quand on est surpris soi par ses propres pensées, c'est que c'est une intuition en général. Parce que le mental, on a plutôt tendance à avoir c'est plutôt des pensées qui sont un peu toujours les mêmes et qui tournent en boucle, et qui ont plutôt tendance à être dans la peur ou dans le négatif. Alors qu'une intuition, on va être sur quelque chose d'un peu inhabituel, et sur quelque chose qui ouvre, sur quelque chose qui est dans la curiosité, dans l'ouverture, dans l'inconnu, voilà. Donc là, quand on est plutôt sur des pensées comme ça: «Ah bah tiens, si je faisais ça, et si je testais ça? Et si finalement, tu vois?» Bah ça, c'est de l'intuition. Voilà. Et ça me le fait aussi moi beaucoup avec des personnes, voilà. Je peux rencontrer une personne et sentir dès le départ, si la relation avec cette personne va me mener loin ou pas. Ça, je peux le savoir, enfin maintenant, a posteriori, je me rends compte de ça. C'était un peu perturbant pour moi avant, mais aujourd'hui, c'est quelque chose que j'accepte et avec lequel j'opère de manière, assez fluide, et qui me donne un sentiment de clarté, en fait. Voilà, donc ça, c'est quelque chose à apprivoiser, et si vraiment c'est quelque chose que tu as du mal pour l'instant à comprendre, ça peut être intéressant de reprendre un peu ton passé et de regarder dans ta vie les moments où tu penses avoir suivi justement cette autorité splénique, cette intuition, envers et contre tout, et surtout, malgré le mental, en fait. Et voir justement qu'est-ce que tu as ressenti à cette époque-là, et surtout, bah, constater qu'effectivement, les moments où tu as suivi ton intuition, c'est plutôt les moments de ta vie où tu as l'impression d'avoir fait des choses intéressantes, qui ont eu vraiment
un impact positif sur ta vie. Voilà. Et j'aurais tendance à dire que c'est vraiment en fait, une autorité qui va se développer avec la confiance. Plus tu vas lui faire confiance, plus elle va devenir claire en fait. Et donc mon conseil, ça serait de commencer à l'écouter déjà sur des petites décisions anodines de la vie et puis petit à petit, tu vas l'apprivoiser et lui faire de plus en plus confiance. L'intuition, c'est vraiment quelque chose qui va se développer par la confiance. Et chaque fois qu'en fait tu prends une décision basée sur ton intuition et que tu te fais confiance, eh bien sache que ton intuition va se renforcer avec le temps. Moi, en tout cas, j'en fais l'expérience depuis maintenant, quelque temps et je peux vraiment témoigner de ça, que plus j'écoute mon intuition, plus, elle se précise et elle se renforce. Alors, maintenant qu'on a balayé, les 3 grandes autorités, principales, il faut savoir qu'il existe aussi des autorités moins connues, il en existe 4 autres. Il y a donc une autorité qu'on va retrouver uniquement chez, les projecteurs et les manifesteurs qui est, l'autorité du cœur ou de l'ego. Donc c'est une autorité où il y a donc ni le plexus solaire, ni le centre de l'énergie sacrale, ni le centre du spleen qui vont être colorés dans le schéma, mais par contre le centre de l'ego va être coloré et donc c'est ça qui fera autorité chez la personne. On a, également l'autorité du centre G, le centre de l'identité, donc uniquement chez les projecteurs et enfin, on a, l'autorité qui est dite environnementale, donc ça, ce serait pour quelqu'un qui aurait uniquement le centre de la tête et le centre qui est juste en dessous, qui s'appelle le centre de l'ajna ou la rationalisation. Donc ces 2 centres sont colorés. Or, on a dit qu'on prend jamais ses décisions avec le mental. Donc pour ces personnes-là, on va avoir ce qu'on appelle une autorité dite environnementale. Donc c'est, une autorité une prise de décision qui va se faire plutôt par de l'interaction avec, avec d'autres personnes ou avec son environnement. C'est des personnes qui vont avoir besoin, par exemple, de s'écouter, parler, raconter leurs questionnements pour prendre leurs décisions. Je détaille pas donc ces autorités-là, mais je pense que si tu as une de ces autorités, tu peux te renseigner en cherchant donc sur internet des informations à ce sujet. Et enfin, il y a une dernière autorité qui concerne le réflecteur. J'en ai parlé un peu dans le dernier épisode. C'est ce qu'on appelle l'autorité lunaire, puisque donc le réflecteur, il a tous ses centres qui sont blancs, donc il a a priori pas de centre qui fait autorité dans son schéma. Et du coup, il est recommandé au réflecteur pour les décisions, bah, bien sûr importantes de la vie. C'est sûr que si c'est est-ce que je m'achète une pizza ce soir, ça va être un peu compliqué d'attendre un cycle lunaire entier, bien sûr. Mais pour une décision importante comme, je sais pas, un travail, un lieu de vie ou une relation, eh bien, il est recommandé d'attendre 28 jours avant de prendre une décision. Et pendant ce cycle lunaire, le réflecteur va pouvoir hem, récolter des impressions afin de prendre une décision qui sera correcte pour lui. Donc, qu'on soit dans une autorité environnementale ou lunaire, hein, on va prendre ses décisions à partir des interactions avec son environnement et avec les autres. Donc, voilà ce que je voulais dire sur les autorités. Et selon moi, donc, si tu comprends donc quel est ton type énergétique, imaginons, voilà, exemple, donc tu es projecteur. Donc tu sais que étant projecteur, ta stratégie, c'est d'attendre l'invitation et ton autorité, par exemple, elle est splénique. Et bien, du coup, tu vas vraiment pouvoir appliquer ça dans ton quotidien, l'expérimenter. C'est pour ça que j'ai parlé vraiment de ces 2 aspects parce que selon moi, le human design, c'est avant tout quelque chose qui s'expérimente. C'est pas quelque chose où on va passer des heures et des heures à potasser dessus, sauf si vraiment tu es intéressé comme moi par le sujet. C'est pour ça que maintenant je fais un podcast dessus pour partager toutes ces heures de recherche. Mais, en soi, je pense vraiment que si on maîtrise déjà, enfin si on applique déjà, hem, sa stratégie en fonction de son type énergétique et puis son autorité, bah, tout va devenir fluide et à la limite, on n'aurait même pas besoin voilà, d'aller creuser le reste du schéma, selon moi. Après, il y a quand même un élément important, donc je vais pas détailler, ici dans ce podcast parce que ça serait trop long, mais sur dans le petit tableau à côté de ton schéma, tu vois aussi qu'il y a le profil. Donc ça peut être profil, bon moi c'est 5-1 par exemple, mais ça peut être 1-3, 3-5, 6-3, 6-2, etc. En fait, il y a 12 profils qui existent. Et les profils, en fait, c'est la combinaison de 2 archétypes. Donc la partie consciente chez nous et la partie plus inconsciente. Et ça va déterminer une sorte
de costume en fait qu'on va endosser dans nos interactions, avec les autres notamment. Et ça peut être intéressant aussi d'aller un petit peu comprendre, la signification de ce profil, même si bon, selon moi, c'est pas quelque chose qui va, vraiment être facile à expérimenter au quotidien. C'est plus de la curiosité qu'autre chose, voilà. Moi, ça m'a juste permis, je dirais, d'ailleurs, je salue au passage tous les gens qui sont 5-1 dans leur profil. Vous, les hérétiques investigateurs comme moi, et ben, big up à vous les 5-1 et compassion, courage parce que je sais quelles sont les difficultés de ce profil pour les expérimenter depuis toujours et c'est sûr que mais enfin, chaque profil de toute façon, a ses propres challenges et difficultés. Mais c'est vrai que moi, ça m'a juste permis peut-être de mettre un éclairage sur certaines situations que j'ai pu rencontrer dans ma vie, ou certaines relations où il y a eu de l'incompréhension ou et voilà, me comprendre un peu mieux et donc mieux m'accepter. Maintenant, voilà, ce qui m'a vraiment mis de la fluidité de moi dans mon quotidien, c'est de comprendre que j'étais projecteur, d'appliquer la stratégie du projecteur et de comprendre mon autorité splénique et d'apprendre à faire confiance donc à cette autorité, à cette intuition. Voilà pour mon exemple, mon cas. Maintenant, pour avoir fait beaucoup d'analyse de schémas, Human Design, j'avais envie quand même de parler d'un certain nombre d'infos que moi je regarde aussi quand je fais une analyse et qui sont pas toujours, j'ai l'impression, faites dans les analyses vraiment basiques. Donc j'avais envie d'en parler parce que ça peut permettre en un petit coup d'œil de comprendre certains aspects très importants, en fait, de ta personnalité. Alors il faut comprendre que le Human Design, hein, c'est vraiment différentes couches d'informations qui vont se superposer et qui sont pas forcément liées entre elles par un lien de causalité. Et par exemple, ton profil, moi mon profil 5-1 n'a aucun rapport avec le fait que je sois projecteur d'une part ou avec le fait que j'ai une autorité splénique. C'est encore une couche d'information totalement différente. Voilà, donc ça par exemple, c'est important de comprendre ça. Et d'ailleurs, mais ce qui est intéressant après, c'est de regarder le croisement entre toutes ces informations en fait. Mais du coup, voilà, le piège, ça serait de se perdre dans toutes ces couches d'informations, d'aller comprendre, voilà, la signification de chacune des portes, en fonction de la planète, par rapport à laquelle elle est située, et cetera. D'aller essayer de comprendre tous les tenants et les aboutissants de son schéma. Mais voilà, il y a quand même un certain nombre d'infos qui peuvent être intéressantes à regarder. Moi, déjà, ce que je regarde forcément dès le départ, c'est les centres blancs et les centres colorés sur le schéma. Parce que, les centres blancs, ce sont des centres de vulnérabilité, de grande vulnérabilité, notamment si le centre est totalement blanc. C'est-à-dire que vous avez des centres qui sont blancs, mais vous avez quand même un certain nombre de portes qui sont entourées en violet dans ce centre blanc. Donc là, on a un centre qui est effectivement, soumis au conditionnement extérieur, celui des autres, celui de la société, celui de l'environnement. Mais les centres qui sont totalement blancs, où il n'y a même pas une seule porte colorée, vont être encore plus des centres de vulnérabilité. Moi, comme je le disais dans le précédent épisode, par exemple, moi j'ai mon centre du plexus solaire des émotions qui est full blanc. J'ai pas une seule porte active dedans. Et ça, bah, ça fait que pendant des années, j'étais conditionnée par les émotions des personnes qui m'entouraient, notamment bah, dans mon enfance par celle de ma famille, de mes parents, et j'avais le sentiment, du coup, d'être toujours dans des émotions qui n'étaient pas les miennes, en fait. Et ça m'a créé beaucoup de mécanismes de compensation, en fait. J'avais parlé dans d'autres épisodes aussi, hein, de tout ce que je faisais, du style nourriture émotionnelle, par exemple. Parce que c'est difficile de gérer des émotions dont on ne connaît même pas l'origine. Et du coup, ça m'a amené à développer vraiment une grande compréhension des émotions et de comment justement vivre avec ces émotions, comment se laisser traverser par nos émotions, comment les comprendre. Et ça fait qu'aujourd'hui, ça fait partie des choses sur lesquelles j'aide le plus les personnes. Et pourtant, c'est un centre qui est totalement blanc chez moi. Et c'est pour ça que je dis toujours aux projecteurs, mais regarde tes centres colorés pour comprendre effectivement la personnalité que tu projettes à l'extérieur de toi, mais regarde surtout tes centres blancs, enfin, aux projecteurs, mais aussi aux autres. Mais regarde aussi tes centres blancs parce que c'est là que le conditionnement va être le plus important. Et donc, c'est sur ces centres blancs que tu vas développer le plus de sagesse et que finalement, tu vas aider les autres. Et,
Et donc voilà, comme je disais, et donc les centres colorés et les canaux, hein, c'est ces traits colorés qui relient 2 centres colorés, ça, c'est plutôt la personnalité, l'énergie qu'on projette vers l'extérieur et c'est ce que les autres vont voir de nous, ce que les autres vont remarquer et c'est la manière dont on va impacter les autres autour de nous et hem et donc bah, typiquement, voilà, comme je disais, quand on est projecteur, c'est important de comprendre ça puisque ça nous permet de savoir ce sur quoi les autres vont nous voir, vont nous reconnaître. Et je précise aussi une chose, c'est que les générateurs, je ne l'ai pas forcément dit l'autre fois, mais les générateurs ont une aura très ouverte et très très poreuse, puisque leur aura est faite pour vraiment englober tout ce qu'il y a autour d'eux, que ce soit les personnes ou le reste, et sentir c'est pour moi, c'est pas pour moi, c'est oui, c'est non, etc. Répondre à la vie en fait. Et du coup, du fait de cette aura très ouverte et très poreuse, ils peuvent être très vulnérables à un générateur par exemple, qui a juste 2 centres colorés sur son schéma, ou même un seul centre coloré, juste le centre de l'énergie sacrale et le reste qui serait tout blanc, ça va être un générateur qui va être particulièrement vulnérable au conditionnement. Bien plus, par exemple, qu'un réflecteur, puisque les réflecteurs ont une aura qui se ferme, qui s'ouvre, qui se ferme, qui s'ouvre. Et les manifesteurs, c'est pareil, ils ont une aura qui est compacte, qui est fermée. Mais le générateur, lui, qui a beaucoup de centres blancs, il va être très, 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 très vulnérable au conditionnement. Voilà, ça c'est important de le préciser, hein. Une autre chose à regarder qui peut être intéressante aussi, ce sont, quand tu sors ton schéma sur le site de Jovian Archive, celui dont j'ai mis le lien en description de l'épisode, eh bien, on a en haut du schéma, on voit 4 flèches en fait, qui peuvent soit être tournées vers la gauche, soit être tournées vers la droite. Eh bien, alors je vais pas rentrer dans le détail de ces flèches parce que là, on arrive sur du human design un peu avancé et qui n'est pas forcément utile de comprendre à ce stade, mais ça peut quand même être intéressant pour des personnes qui auraient toutes leurs flèches qui pointent vers la droite, de le savoir. En fait, quand vous avez toutes vos flèches qui pointent vers la droite, vous êtes un type très enfin, vous avez une, en fait, ces flèches représentent un petit peu la manière dont vous absorbez le monde autour de vous. Et les personnes qui ont ces 4 flèches qui sont vers la droite sont des personnes qui vont être très yin, très passives, très intuitives, enfin, auront une forme d'intuition qui n'est pas celle dont je parlais avec l'autorité splénique, encore un autre type d'intuition, mais voilà, qui vont être très dans l'absorption des informations et de ce qui les entoure. Donc, ils vont être très, très réceptives. Là où des personnes qui auraient toutes les flèches qui pointent vers la gauche vont plutôt être des personnes avec un esprit très stratégique, plus yang, qui va direct à l'information qui les intéresse, donc beaucoup moins réceptif. Voilà, moi c'est mon cas, enfin, j'ai 3 flèches sur les 4 qui pointent vers la gauche, donc je suis plutôt, voilà, je dirais un esprit qui est adapté au système dans lequel on vit, en fait. Alors que les personnes qui ont leurs 4 flèches qui pointent vers la droite, ou en tout cas une majorité de flèches qui pointent vers la droite, vous êtes plutôt des personnes qui ont le mode, je dirais, le mode d'appréhension de la réalité, qui est le mode d'appréhension plutôt de l'humain de demain, en fait, hein, où on va être plus dans la réceptivité. Et c'est vrai que les personnes qui ont ce type de, voilà, ces 4 flèches qui pointent vers la droite, on les appelle les quad right en anglais, comme un quadrilatère vers la droite. Et elles ont vraiment, voilà, c'est un profil un peu particulier et qui peut être difficile d'ailleurs quand elles sont dans les études ou dans le système scolaire parce que c'est pas forcément adapté à la société dans laquelle on vit. Et oui, pour revenir sur l'intuition, donc en fait c'est intéressant de comprendre, comme beaucoup d'aspects dans l'human design, que l'intuition, enfin par exemple, mais il y aurait d'autres exemples encore, mais si je prends par exemple l'intuition, donc elle peut venir du fait qu'on a plutôt ces flèches qui pointent vers la droite, elle peut venir du fait qu'on a une autorité splénique, elle peut venir du fait qu'on a, moi je sais que ma porte principale, la porte qui est tout en haut à droite dans mon schéma, c'est la porte 57, donc c'est vraiment la porte de la clarté intuitive. Donc ça va faire des profils encore plus intuitifs, ou encore par exemple la porte 43, qui est aussi une porte qui est où on a vraiment un peu des flashs d'intuition en fait. Donc qui fonctionne encore différemment de la porte 57, mais qui est aussi une porte assez intuitive. Et donc si vous avez par exemple la porte 57 ou la porte 43 parmi vos 4 portes en haut de votre schéma là, donc les 2 de la colonne de droite ou les 2 de la colonne de gauche, la colonne noire ou la colonne rouge, hein, eh bien vous avez plutôt un profil assez intuitif.
Après donc, un autre élément dont on parle aussi dans l'Human Design, c'est ce qu'on appelle la croix d'incarnation. Alors la croix d'incarnation, c'est justement quand on va croiser donc les 2 chiffres, hein, qui se trouvent en haut à droite de votre profil, de votre schéma. Donc la colonne de chiffres, noire, donc vous allez prendre les 2 chiffres du haut et puis de l'autre côté, la colonne de chiffres rouges, enfin de nombres rouges, les 2 chiffres qui sont en haut. Donc qui représentent le soleil et la terre, conscient pour le noir et inconscient pour le côté rouge. Eh bien, donc ces 4 chiffres-là, il faut savoir qu'ils représentent vraiment 70% de votre personnalité. Et du coup, en croisant ces 4 chiffres, on obtient ce qu'on appelle la croix d'incarnation. La croix d'incarnation, certains aiment à l'appeler aussi la mission de vie. Moi, je trouve que ce terme peut être un petit peu glissant. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est un petit peu, je dirais, ça va donner un peu le potentiel que vous avez à la naissance à accomplir effectivement une certaine mission dans votre vie. Ça va pas vous dire du tout le métier que vous êtes censé faire ou, c'est vraiment quelque chose qui va être complètement intemporel, qui peut fonctionner aujourd'hui comme ça aurait pu fonctionner, je dirais, au Moyen Âge. Donc ça va pas vous donner un métier. Ça va pas du tout dépendre du contexte dans lequel vous êtes né, mais ça va vous donner voilà les énergies un petit peu qui dominent chez vous et un peu les challenges et ce que vous êtes venu apprendre dans cette vie. Et donc ça, c'est un potentiel. Maintenant, vous avez votre libre arbitre et vous n'êtes pas du tout obligé d'aller finalement, je dirais, concrétiser, réaliser cette mission de vie, ce potentiel. Et souvent, on le comprend si on a à peu près autour de 40 ans, on commence à comprendre effectivement sa croix d'incarnation. Avant, en général, on la voit pas trop se dessiner. En tout cas, moi, je sais que ma croix d'incarnation, je la comprends totalement. Elle fait sens pour moi, mais je l'aurais découverte il y a 5 ans ou il y a 10 ans, j'aurais absolument pas compris, je crois. Donc tout ça pour dire que ça va vraiment plutôt être pour des personnes qui sont dans leur milieu de vie et qui commencent un petit peu à avoir cheminé. Sinon, ça va pas peut-être vous paraître un peu abscon tout ça, mais sachez que vous pouvez donc trouver aussi la signification de votre croix d'incarnation. Moi maintenant, donc ça va se présenter sous forme d'un petit paragraphe avec une phrase ou deux. Et moi je trouve que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus parlant, et je recommande plutôt, si vous voulez creuser donc cette fameuse mission de vie, je vous renvoie sur mon épisode que j'ai fait sur les clés génétiques. Allez sur le site Gene Keys et faites votre profil Gene Keys, et là vous sortez un petit PDF avec en deuxième page 4 petits paragraphes. Et là, pour moi, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus parlant par rapport à votre mission de vie que peut l'être la croix d'incarnation dans le Human Design. Parce que Richard Rudd, qui a développé les clés génétiques à partir du Human Design, a été beaucoup plus loin dans la compréhension de ces fameuses portes du Human Design qui s'appellent les clés dans les clés génétiques. Et dans cette idée qu'en fait, pour chacune des clés, il y a un potentiel suivant qu'on est dans les fréquences de l'ombre, de la peur, ou suivant qu'on est dans les fréquences plus élevées, les fréquences de l'amour, ça va pas tous se traduire de la même manière. Et donc, il y a un potentiel évolutif pour chacune de ces clés, de ces portes. Moi, je préfère de beaucoup aller regarder les clés génétiques pour tout ce qui a trait à ces nombres, et à ces portes en Human Design. Et voilà, donc si vous voulez creuser cet aspect que vous n'avez pas encore fait, je vous invite vraiment à le faire. Ce texte vous touchera au plus profond de votre être, résonnera en vous d'une manière bien particulière. En tout cas, ça a été le cas pour moi, et c'est le cas en général de toutes les personnes à qui j'ai lu leur petit texte. Donc faites-vous ce cadeau. Allez chercher votre profil clé génétique et gardez précieusement ce petit texte, parce que quand vous doutez, quand vous êtes un peu perdu, ça peut vraiment être une boussole, un cap à suivre. Alors, ensuite, autre chose aussi qui peut être intéressant à regarder, et ça c'est pareil, en théorie on est sur du Human Design un peu avancé, mais néanmoins moi j'ai trouvé ça intéressant à comprendre, c'est que donc les canaux, donc les traits qui sont colorés sur votre schéma, qui peuvent être soit rouges, soit noirs, ou hachurés noir et rouge, et qui relient donc 2 centres colorés, eh bien ces canaux, il faut savoir qu'en fait, suivant les canaux, ils appartiennent à des circuits différents. On a ce qu'on appelle le circuit individuel, on a le circuit tribal et on a le circuit collectif. Et pour ma part, moi j'ai 3 canaux qui appartiennent tous les 3 au circuit dit
individuels. Enfin, j'en ai un, c'est le circuit de l'intégration, mais qui appartient par extension, à tout ce qui est circuit individuel. En tout cas, je n'ai que des canaux qui appartiennent au circuit individuel, pas de circuit appartenant au pas de canaux appartenant au circuit tribal, ni au circuit collectif. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que mes forces, mes talents innés sont plutôt là pour... j'ai plutôt un rôle à être, je dirais, être moi-même, être authentique et inspirer les autres en étant moi-même. Là où un circuit tribal, on va être plutôt dans la gestion des ressources, l'éducation, la communauté, et puis le collectif, on va être sur des, des canaux qui vont plutôt avoir un rôle à jouer dans impacter le collectif de manière beaucoup plus large, c'est-à-dire en fait, on part de mutations quelque part individuelles, propres à l'individu, donc qui sont dans les circuits individuels, et puis après ça va être adopté par la tribu, par la communauté, et ensuite ça va s'expandre à l'ensemble du collectif. Et c'est important de savoir si dans vos canaux, moi je trouve en tout cas, si vous avez plutôt une énergie qui est individuelle, qui est tribale ou qui est collective. Et pour ma part, c'est vrai que ça m'a beaucoup déculpabilisé de réaliser que j'avais une énergie assez individuelle. Moi, je l'ai toujours ressenti, et je me suis toujours un peu demandé si c'était normal, pourquoi est-ce que je me sentais parfois un peu différente de certaines personnes qui étaient très orientées sur la communauté, etc. Et voilà, donc c'est quelque chose que moi j'ai trouvé intéressant pour ma part. Et enfin, il faut savoir aussi que avec le Human Design, vous pouvez aussi voir, enfin, expliquer certaines interactions que vous pouvez avoir avec les autres. Déjà, quand vous regardez donc dans les informations qui sont à côté de votre schéma, alors en anglais, c'est souvent écrit en anglais, vous allez avoir écrit single definition, split definition, c'est souvent la majorité, ou triple définition, etc. Ça veut dire en fait, quand vous avez single definition, ça veut dire que tous vos canaux, si vous en avez plusieurs, des fois on n'a qu'un seul canal, on n'en a aucun, mais si vous avez par exemple 3 canaux, single definition, ça veut dire que vos 3 canaux sont reliés entre eux, c'est-à-dire qu'on peut aller de l'un à l'autre sans interruption. Et split definition, ça veut dire que vous avez par exemple 2 canaux qui sont reliés d'un côté, et puis d'un autre côté de l'autre côté du schéma, par exemple dans le bas du schéma, vous allez avoir 2-3 canaux reliés entre eux, puis en haut, vous en allez avoir un tout seul, qui se balade tout seul. Donc là, on est sur une split definition, et parfois on peut avoir 3 paquets de canaux aussi dans le schéma, mais c'est un peu plus rare. Mais ça va vous donner une indication aussi sur le fait que vous soyez plus ou moins enclin à travailler à plusieurs, ou plutôt seul. Les personnes qui sont sur, par exemple, une définition split ou triple, ils vont apprécier, par exemple, d'aller dans des environnements où il y a beaucoup de gens autour d'eux, parce que l'énergie des autres va peut-être permettre de faire du lien entre leurs canaux et leur donner l'impression que l'énergie circule mieux. Là où des gens qui auraient une single définition, donc, où tous leurs canaux sont déjà reliés entre eux, n'auront pas forcément ce besoin-là et vont peut-être être plus enclins à travailler seuls, isolés des autres. Voilà, donc ça c'est une indication aussi qui peut être intéressante. Et ça, c'est quand même assez intéressant, c'est qu'effectivement, on peut analyser un schéma individuel, mais on peut aussi analyser la superposition de 2 schémas de 2 personnes pour comprendre quelles sont les interactions énergétiques entre ces 2 personnes, et ce qui va faire, par exemple, que 2 personnes vont avoir l'impression d'être très complémentaires quand elles travaillent ensemble. C'est souvent qu'en fait, il y a certaines portes que va avoir une personne, ou certains canaux que l'autre n'a pas, et qui va rendre la circulation de l'énergie plus fluide chez l'autre. Donc c'est assez marrant aussi de regarder ça, mais bon, ça c'est pareil, on est sur du human design peut-être un peu plus avancé. Mais c'était pour vous donner un petit peu un panorama de tout ce qui est possible de regarder avec le human design, et je pense que j'ai encore oublié certaines choses, mais voilà. Donc, en conclusion, le mot de la fin: ne me croyez pas dans tout ce que j'ai dit, ne vous perdez pas dans le jargon, mais expérimentez. Hein. Allez chercher votre schéma Human Design et regardez quel est votre type énergétique, quelle est votre stratégie, quelle est votre autorité. Déjà rien que ça. Et concentrez-vous sur de l'expérimentation dans votre quotidien. Observez si ça vous amène de la fluidité, si vous sentez que ça débloque des choses. Et déjà, ce sera vraiment très très bien. Et il n'y a pas forcément besoin de comprendre trop comment ça fonctionne ou de trop creuser. Et voilà, ma reco, ça serait quand même que si t'es projecteur comme moi, ça peut être intéressant d'aller chercher un tout petit peu plus loin,
d'aller regarder quels sont tes canaux, quels sont les centres colorés chez toi, quels sont tes centres blancs. Et puis voilà, en tout cas, pour tout ce qui est, plus en lien avec la mission de vie, très, très intéressant aussi d'aller regarder son profil clé génétique, qui va plutôt te donner, une perspective sur ton grand pourquoi. Pourquoi tu es là dans cette vie? Pourquoi, qu'est-ce que tu es venu incarner? Qu'est-ce que tu es venu apprendre? Ça va pas te dire, comme je l'expliquais tout à l'heure, le métier que tu es censé faire, mais plutôt, voilà, ce que tu es venu expérimenter, incarner dans cette vie et c'est très, très beau. Eh bien, je te laisse aller, regarder tout ça. Je te souhaite une belle découverte et n'hésite pas à me raconter, en commentaire comment ça s'est passé pour toi et si ça a été intéressant. Voilà, à très bientôt! Si tu as écouté cet épisode jusqu'au bout, c'est que mes mots résonnent en toi et qu'on est sur la même longueur d'onde. J'en suis vraiment heureuse et je te remercie beaucoup pour ton écoute. Si tu souhaites soutenir le podcast, tu connais la chanson. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à t'abonner pour ne rater aucun épisode et à partager ce contenu aux personnes de ton entourage qui en ont besoin.